dignité. Il est 8h46, merci d'être avec nous ce matin. C'est dingue. Bon. Le petit déjeuner de l'actu ce matin avec justement cette actu qui vous fait réagir et vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez entendu Françoise Degois avec Christophe Bordet et avec Elisabeth Lévy. Oui, et nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 avant notre autre débat tout à l'heure. D'ailleurs, je rappelle, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous voulez aussi discuter tout à l'heure. Sur Paris, la capitale vous fait-elle encore rêver? Ce sera notre débat à 9h30. On sera avec Pierre Licia qui a écrit ce livre, La honte. Hier, Villani, il a quand même tapé. Paris est une ville sale, désorganisée. Enfin bon, ça tape dur. Nous verrons cela tout à l'heure. En attendant, il y a beaucoup de sujets qui font réagir. Les urgences avec ce scandale, bien sûr aussi de cette personne Alzheimer. Alors certes, il faut voir les conditions, l'enquête, bien sûr, mais ce papy retrouvé mort quand même 15 jours après. Personne ne l'avait vu dans cet hôpital de la Conception à Marseille. On rappelle qu'il y a le conflit des urgences. Il y a la réforme des retraites qui est aussi sur la table. D'ailleurs, je pense que c'est le sujet qui fait réagir René, qui est avec nous de Toulouse. Oui, bonjour René. Bonjour, cher Patrick. Oui, avant toute chose, un message à la famille du jeune garçon de 19 ans qui est mort dans des conditions horribles samedi. Nous sommes tous évidemment... Attendez, parlez bien, parce que là on vous entend mal. Oui, allez-y, René. Je dis tout d'abord un message de solidarité à la famille, aux proches du jeune homme de 19 ans qui a été sauvagement et d'une façon barbare assassiné samedi. Voilà, j'y pense beaucoup. Rappelez le contexte, cette histoire. L'attaque meurtrière à caractère barbare à Villeurbanne. Oui, bien sûr, oui. Voilà, je pense à sa famille. Oui, non, mais ça c'est vrai, oui. Voilà. Par rapport aux nombreux sujets d'actualité, vous venez de recevoir le patron de la CFDT. Je lui propose, à lui comme aux autres, de sortir de l'hypocrisie et de mettre sur la table, en complément des options sur l'organisation des retraites, de mettre sur la table un dispositif du type préfonds pour l'ensemble des cotisants, quel que soit leur statut, pour avoir une rente complémentaire qui serait gérée pas par les industries financières, mais par la Caisse des dépôts et la Banque de France pour permettre au plus grand nombre de pouvoir cotiser. Voilà ce que je voulais dire ce matin rapidement. Pourquoi René? Parce que vous avez l'impression que le système tel qu'il est envisagé ne tiendra pas la route, parce que il nous l'a dit, c'est pas qu'une question financière, c'est ce qu'a dit Laurent Berger tout à l'heure. C'est plus en fait une question de répartition et puis d'équité dans la durée pour notre système en fait aujourd'hui. Et Patrick, inévitablement, nous voyons bien qu'il y aura un rabotage sur le montant des pensions par rapport au système actuel, et puis surtout, il y a une grande inconnue, ce qui obligera les Français à cotiser séparément sur des moyens complémentaires, et qu'on ne connaîtra pas la valeur du point. Non mais c'est vrai, c'est une grande inconnue. Françoise Degois, Christophe Bordet, Elisabeth Lévy. René, c'est intéressant. Et vos appels, 0826 300 300. Quand tu parles d'hypocrisie, parce qu'on est quand même dans le bal des faux culs, là, on est dans la calinothérapie, on va étirer le débat, on va l'étirer encore, etc. Moi, je crois quand même, on n'est pas sur une adaptation. On est vraiment sur une réforme systémique. C'est pas pareil. C'est pas ce qui s'est passé depuis 20 ans. Là, on change de système. Le système à points, je lisais des papiers très intéressants. Même les pays d'Europe du Nord qui l'ont adopté en reviennent de ce système à points. D'abord parce que personne ne peut garantir la valeur du point. Les promesses n'engageant que ceux qui les écoutent. Lorsqu'il y a eu la crise de 2008, notamment les pays d'Europe du Nord ont été obligés de baisser le point. Et puis, sur la durée de ces retraites, on se rend compte qu'il y a une perte, évidemment, dans les pensions, une perte du pouvoir d'achat. Moi, je ne suis pas pour qu'on ne change rien, mais la réalité, c'est que je n'aime pas cet entretien politique de la confusion, c'est-à-dire un truc de bonneteau, par ici, alors là, je pivot, non, finalement, vous savez, on critiquait beaucoup François Hollande sur le bonneteau, elle est là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. La vérité, c'est exactement la stratégie qui est employée par Emmanuel Macron, plus ce mot de concertation, même si Laurent Berger met des lignes rouges, voyez, c'est une façon quand même, d'une certaine manière, de diluer, de déliter
réalité le futur combat social. Christophe Bordet, Elisabeth Lévy, oui. Bon, la question quand même, c'est que il faudra bien réformer d'une manière ou d'une autre ces retraites, puisque on le voit bien, il y a de moins en moins de Français qui travaillent et donc qui cotisent, que ça devient de plus en plus compliqué à financer, qu'il faut bien trouver des solutions. Le problème de ce système par points, c'est que chaque année, le point doit être révisé. Oui. Et la question, c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si c'était déjà en place, cette année, le point serait à X%, et puis l'année d'après, X en moins. Donc, c'est ça qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Et puis, bon, injuste, ce qui est vrai, c'est que si on a une carrière qui est plutôt favorable avec des salaires qui augmentent tout au long de la carrière, bon, bah, on peut se dire que oui, on y laissera quelques plumes peut-être, parce qu'on calculera sur l'ensemble de la carrière. Et pas les 25 ans. Oui. Mais attention. Attention, et Laurent Berger le disait ce matin, il avait raison. C'est qu'il y a aussi tous ceux qui ont une carrière aujourd'hui accidentée, qui sont de plus en plus nombreux, qui n'ont pas forcément le salaire qu'ils avaient 10 ans auparavant, 8 ans auparavant, etc. Et eux, ils vont se retrouver véritablement coincés. Là, pour le coup, ils vont vraiment y laisser des plumes. Et c'est ça qui est dangereux. Mais donc, à partir de là, la vraie question, on n'est pas des politiques, on est des commentateurs. Oui. On fait quoi pour réformer les retraites équitablement? Oui. Voilà, on fait quoi? Alors moi déjà, je suis un peu d'accord avec une partie des choses qu'a dit Françoise sur la constitution. Non, ça arrive. Vous savez, nous ne sommes pas des idéologues idiotes, donc ça arrive souvent. Sur la souvent. République, on est toujours d'accord. Voilà. Donc, je suis assez d'accord sur la confusion, d'autant plus, si vous voulez, qu'il me semble qu'il y a une confusion systémique pour le coup, parce que attendez, soyez pas trop compliqués. Parce que nous avions un système par répartition. Enfin, nous avons un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs paye pour les inactifs. Mais quand on nous dit 1 euro pour 1 euro, 1 euro versé pour 1 euro cotisé, on est dans une logique de capitalisation. Donc je ne vois pas très bien comment ces deux logiques vont s'harmoniser. Et par ailleurs, je suis aussi d'accord avec ce que vous avez dit. C'est le grand consensus. On est Laurent. Non, mais il y a une chose, si vous voulez, c'est que effectivement, ce sont les actifs, concrètement, ce sont les actifs qui payent pour les inactifs. Et ça pose un problème, c'est que la retraite, ça repose sur un contrat qu'on passe quand on commence à travailler. C'est une sorte de contrat avec la collectivité. Contrat social. Mais ce contrat est dénoué dans des circonstances qui ont complètement changé. Alors, sauf à considérer, c'est là que je suis un peu toujours agacée par un certain nombre de réclamations, exigences et dénonciations. Soit on pense qu'il y a quelque part un magot de l'État qui serait caché et qui va ressortir. Si vous voulez, à ce moment-là, effectivement, on peut manifester et dire rendez-nous le magot. Non, c'était la cagnotte de Jospin. Mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut savoir, une fois qu'on aura fait payer les actifs, puisqu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas autre chose à faire, c'est eux qui vont payer. Une fois que nous, les actifs, nous payons pour les inactifs, effectivement, c'est ce que vous avez dit, comment est-ce redistribué? Et là, effectivement, on se dit que l'automatisme, le système, le mot, j'ai lu dans un papier du Monde, je crois qu'il y avait 130 fois le mot universel dans le rapport de Levoix. L'idée du système universel, c'est justement pas la justice, parce que si vous appliquez exactement la même logique à un ouvrier qui a bossé 35 ans à la chaîne et à un cadre qui a eu une super carrière, il n'y a pas de justice. Moins de pénibilité aussi, etc. Parce que ça aussi, bien sûr, non, mais je parle en compte. Non, mais l'idée générale, ils veulent absolument, ça, à chaque fois, c'est la même histoire de stratégie politique. La réforme des retraites, qui est souvent une réforme comptable, ils veulent la passer comme une réforme, si vous voulez, de société presque de valeur. Alors qu'en réalité, c'est une réforme comptable. C'était intéressant ce que disait René. La réalité, comme le dit Elisabeth, c'est est-ce qu'on parle... Il y a une logique capitaliste maintenant. Il y a une logique totalement capitaliste sur cette question de la retraite. Ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire très naturellement? On sent qu'on va être menacé. Clac, on va aller prendre des retraites complémentaires chez tous les partenaires. Oui, donc René, il a raison. En faisant un truc, comment dirais-je, juste pour tout le monde avec la Caisse des dépôts. Je trouve ça comme... Je trouve ça... Pour tout le monde, c'est pas pareil pour tout le monde. Non, mais je voulais dire, sur le régime universel, il y a les gros méchants, en gros, c'est présenté comme ça, qui ont des régimes spéciaux. Mais il y a plein de professions, je parle pas des ouvriers, des policiers, etc. Les profs, par exemple. On est le pays qui paye, avec l'Italie, le plus mal ses professeurs. Un prof en France, il commence à 2 000 €. En Allemagne, à 4 500 €. Même si la retraite ne va pas rattraper ça. Mais justement, le contrat social qui était
passer entre les profs et la nation, c'est on vous paye moins, mais la retraite va compenser ces années où vous avez moins gagné. Ouais. Donc ça veut dire que les profs, à un moment donné, on va les compenser. Oui, bon, voilà. Un mot juste tout de même, qui ne concerne pas juste le projet de loi. Moi, je suis tout de même frappé par une chose, c'est-à-dire nous vivons effectivement plus longtemps, et souvent, pas tout le monde, mais en meilleure forme plus longtemps. Et surtout, que peut-on observer autour de soi dans les enquêtes, c'est que pour beaucoup de gens, le travail, c'est le lieu de la socialisation, et que quand ils arrêtent de travailler, souvent, ça ne se passe pas si bien que ça. Et moi, j'ai toujours été frappé par le fait quand, par exemple, quand on licencie les ouvriers ou les ouvrières de telle ou telle usine, ils témoignent en plus de leur angoisse de perdre leur emploi, de quelque chose, d'un lien qui se déchire avec leur usine, et on se dit quand même, un endroit où on a fait le même geste pendant 30 ans, il aime, c'est le lieu. Et donc, je suis frappé par la schizophrénie, c'est-à-dire que les mêmes manifestent comme si devoir travailler 1 an de plus ou 2 ans de plus, c'était horrible. Tu tires par les cheveux. Tu tires par les cheveux. Et les mêmes vont être malheureux d'arrêter de travailler. Écoutez, à 62 ans, à 64 ans aujourd'hui, excusez-moi Françoise, mais bon. Non, mais c'est que t'es usé à 64 ans. Non, il y a beaucoup de gens qui vous demandent de vous arrêter. Tiens, va travailler à l'usine, tu vas voir si t'es pas usé à 64 ans. On va en parler encore tout à l'heure, juste après le journal en fait de 9h. Il y a cette question, puis souvent, on se dit, il y a un rapport culturel au travail. Est-ce que c'est vraiment seulement une malédiction? 1 sur 2 de plus de 50 ans arrive en fait en retraite sans travail. 1 sur 2 arrive en retraite aujourd'hui sans travail. C'est ça la situation. Et ça, c'est une grande angoisse. Je vous demande de vous arrêter. Ils vont galérer encore plus. On en parle dans un instant. Restez avec nous, 8h57. C'est compliqué. C'est la suite du Grand Matin Sud Radio. Restez avec nous. Allez, nous poursuivons notre débat avec évidemment Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Christophe Bordet qui sont avec nous. Nous avons beaucoup parlé des retraites en fait tout à l'heure, parce que l'une des questions, je disais, et puis il y a beaucoup d'autres sujets qui sont sur la table ce matin. Vous voulez réagir peut-être sur évidemment ce scandale qui est en une de la Provence, ce patient porté disparu à l'hôpital de la Conception, retrouvé mort 15 jours après. Au-delà en fait de Jean Liganet et de situation terrible quand même à la famille pendant 15 jours, qui a été dans l'angoisse et qui porte plainte. C'est la situation aussi des urgences, parce que le conflit continue, et bien sûr il y a de nombreux services d'urgence, ce n'est pas réglé. Et puis il y a les retraites, bien sûr. Ce que l'on disait avant le journal, Elisabeth Lévy, Christophe Bordet et Françoise Degois, c'est que bien souvent une personne sur 2 qui arrive en retraite aujourd'hui est sans emploi. Et sans emploi. Donc c'est ça l'angoisse aussi, de se dire c'est important. Si on recule encore quand même sur les chiffres, 40% aujourd'hui des gens qui sont au chômage sont des seniors. Et en plus de ça, on est senior aujourd'hui à partir d'un âge qui paraît complètement dingue. On nous dit à 45 ans, ça y est, vous êtes senior. Certains ont à peine travaillé à 45 ans. On en parlait hier. C'était un débat. Non mais sérieusement, c'était un débat hier dans Les Vraies Voix, où on a quand même des entreprises, et je tiens pour responsable les chefs d'entreprise, je suis désolé de le dire, qui font pas leur boulot. Parce que on a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent à leur service recrutement, bon, si jamais tu as des candidats qui ont plus de 45 ans, surtout tu les prends pas. Voilà où on en est arrivé. Tout ça pour des mauvaises raisons, souvent pour des mauvaises raisons. On nous dit, en réalité, ça coûte trop cher. On nous dit par exemple, les plus de 40 ans, 45 ans coûtent trop cher à l'entreprise, etc. Mais comment se fait-il que dans plein de pays, lorsque l'on a une expérience, on est capable de mettre en valeur l'expérience de ces gens-là dans l'entreprise, alors que chez nous en France, on n'est pas capable. Nous, on a de la chance, si je puis dire, autour de la table. On est à la radio, on est à la télé. C'est un secteur qui fonctionne bien par rapport... Ça fonctionne assez bien par rapport aux plus âgés. Mais aux États-Unis, le présentateur du 20h, il a 70 ans. Non, mais je vous arrête, Christophe, c'est faux, parce que c'est un secteur en pleine ubérisation qui a commencé déjà le journalisme, en fait. Je ne dis pas que c'est pas en ubérisation. Donc c'est un secteur en pleine ubérisation, et il y a un taux de chômage, qui est en fait terrible. À tel point que quand vous discutez en fait avec les syndicats dans la profession, on va pas s'arrêter sur les journalistes, ils disent que c'est un peu comme la sidérurgie, c'est-à-dire qu'il y a des plans sociaux
partout. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'en même temps, souvent, on entend les auditeurs, les téléspectateurs peuvent aussi voir et entendre des gens, de 80 ans parfois, qui restent, derrière leur micro ou dans leur émission, qui sont peut-être très bien. Mais effectivement, ça crée aussi, il faut quand même pas oublier que ça crée un problème de l'autre côté. Moi, j'ai par exemple, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, mon cher Christophe, il me semble, par exemple, les universitaires. Moi, je suis frappé par le fait que très souvent, il y a un certain nombre de domaines, il me semble, alors peut-être pas les sciences dures, où à 70 ans, vous pouvez être en pleine possession, au contraire, de vos moyens de chercheur. Or, il me semble que c'est 68 ans le coup près. Prof de médecine, prof de fac, c'est complètement... Je voulais dire qu'il y a ça, et Elisabeth, je vais dans l'autre sens, pour les ambassadeurs. Vous savez que quand vous avez la maîtrise de la diplomatie, à 66 ans, le Quai d'Orsay, vous pouvez être... On a un excellent ambassadeur qui était Gérard Haro aux États-Unis, parfait connaisseur, Sylvie Berman en Chine et en Russie. Le coup près tombe à 66 ans, alors que c'est là que vous êtes en train de prendre votre pleine mesure. Au Quai d'Orsay, ils incitent les gens à partir dans le privé pour d'autres raisons qui sont budgétaires. Non, mais pas simplement. Je dis que les coups près tombent. On attend sur les seniors, vous avez 100% raison. Je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth sur l'idée que les ouvriers, c'est quelque chose qui est très profond, aiment leur usine, aiment l'endroit où ils travaillent. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a une pénibilité, et la réalité aussi, c'est que il y a une désespérance. Quand vous êtes viré aujourd'hui à 50 ans, ou même à 48 ans, eh bien, d'une certaine manière, ça peut aussi sonner comme un arrêt de mort. Effectivement, c'est le travail qui nous qualifie. C'est la vie qui nous qualifie, la vie dans le travail qui nous qualifie. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet, c'est comme ça. Et moi, je pense que là, il faut prendre absolument tout ça en compte dans cette réforme des retraites. Ça peut pas être binaire sur l'âge pivot, le truc à point. Ça, c'est pas possible. La retraite, c'est le capital de ceux qui en ont pas. Je le répète. Il y a plein de gens qui arrivent, qui n'ont pas de biens. On dit toujours tout le monde a acheté son appartement, sa maison. C'est pas vrai. Oui, mais on est sur la retraite là. Bien sûr, on continue effectivement sur les retraites parce que c'est un sujet quand même essentiel. Est-ce que Christophe Bordet, vous croyez quand même à ce dialogue là qui Laurent Berger dit il faut arrêter, il faut pas manifester avant quand même d'avoir dialogué. Et puis ensuite ça va être assez long. Les élections arrivent par la suite, municipales, ensuite les présidentielles. Non mais ça a déjà été assez long avec Delevoye quand même. Ça fait 1 an que ça dure maintenant, les discussions, le dialogue, soi-disant, etc. Bon, là aujourd'hui, le président Macron nous dit la réforme des retraites, c'est un peu la mère des batailles pour lui, quoi. Il faut absolument qu'il y arrive, qu'il réussisse ça, etc. Machin. Bon, très bien. Ce qui est vrai, c'est que il a bien compris que 1, il était un peu seul. 2, l'affaire des gilets jaunes est quand même passée par là, puisque on sait maintenant qu'il l'a dit quand même à son entourage qu'il avait quand même eu la pétoche avec cette histoire des gilets jaunes. Donc il se dit c'est la rentrée, il faut que je change de braquet, faut que ce soit plus social, faut qu'il y ait plus de dialogue, etc., etc. C'est très bien. Mais moi j'ai envie de dire, est-ce que tout ça n'est quand même pas un peu de la commedia dell'arte, quoi, au final? Parce que franchement, moi je vous garantis sur facture que les municipales arrivant, là on nous dit maintenant, les retraites, on va poursuivre le débat, le dialogue, on reçoit les syndicats, etc. Et puis ça va durer comme ça encore peut-être 1 an. Mais il n'y aura pas de réforme des retraites à la fin, peut-être. C'est peut-être ça qui va se passer. C'est peut-être ça qui va se passer. Moi j'ai quand même l'impression que là-dessus, il faut qu'il fasse attention au cœur de son électorat. Le réformateur. Le cœur de son électorat ne lui pardonnera pas de ne pas régler ce dossier. Je vous rappelle quand même qu'on est quand même, à vrai dire, un des rares pays où cette discussion, qui est quand même somme toute assez technique pour une grande partie, ça fait 30 ans que ça dure. Pourquoi cette discussion prend-elle un tel tour chez nous? On en est à je sais pas combien de réformes depuis qu'on est journaliste. Françoise, on en a commenté. On est surtout un des rares pays. On est un des rares pays qui est absolument irréformable de toute façon, quelle que soit la réforme. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, Christophe. Ça, c'est des lieux communs. Non, il y a des tas de réformes qui sont faites dans ce pays. Il y a des tas de réformes qui sont faites sans violence et sans. Arrêtez avec cette idée du Gaulois qui est pas réformable. C'est pas vrai. Elisabeth, depuis 95. Gaulois réfractaire, c'est aussi un compliment. Il faut arrêter là. Mais sur les retraites, moi je crois que le gendarme, ça va être le résultat des municipales. Vous allez dire que je suis très prosaïque et que je ramène tout au plancher des vaches, mais la réalité, elle est quand même là. Si vous avez, comme le prévoit quelqu'un comme Jérôme Fourquet, par exemple, qui est un très fin analyste de la carte politique française, une poussée du Rassemblement national, notamment sur les petites villes de moins de 30 000 habitants, où on dit le Rassemblement national peut gagner beaucoup de municipalités cette année,
donné cette carte du mal-être français, en fait, des gens qui se considèrent comme victimes de la mondialisation contre ceux, les gagnants de la mondialisation. Si vous avez cette poussée du Rassemblement national, si vous avez un score pour La République en marche qui n'est pas flambard, vu comme c'est parti à Paris, qui sera regardé comme le symbole, voilà, eh bien, vous risquez aussi d'avoir un frein encore plus grand. Toute la stratégie politique consistera à faire croire qu'on bouge dans l'immobilisme, en fait. Bon, bah écoutez, voilà, on va suivre ce dossier. Il y a une petite phrase là qui a fait réagir également. J'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais nous l'avons évoqué à 7h30 avec Benjamin Glaise sur les réseaux sociaux. Ça fait du bruit. C'est une interview de Lilian Thuram. Lilian Thuram qui explique que ce n'est pas le monde du football. Il était interrogé sur les cris de singe, vous savez, dans les stades en Italie. Et il dit ce n'est pas le monde du football qui est raciste. Selon lui, le racisme fait partie de la culture blanche. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça réagit beaucoup. Il dit, je le cite, les Blancs pensent être supérieurs. Ce sont à eux de trouver une solution. Est-ce que vous pensez... Oui. Inverser. Non mais, moi, je vais peut-être revenir dessus demain tellement ça m'énerve, mais écoutez, inverser la phrase. Inverser la phrase, c'est-à-dire imaginer que quelqu'un arrive et dise les Noirs pensent être le supérieur ou etc. Ou les Juifs, tiens. Ou les Juifs pensent être... Juifs. Non mais, les Juifs, si vous voulez, mais et c'est pas le premier, si vous voulez. D'abord, il y a un amalgame absolument honteux. Les Blancs, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? C'est quoi les Blancs? Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'ils pensent comme groupe? Et puis, je suis moi frappée par le fait que l'antiracisme est obsédé par la race. L'antiracisme est racialiste. C'est-à-dire, on a maintenant, si vous voulez, au départ, c'était que l'indigénisme. C'était Ouria Boutelja qui a écrit un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous. Non mais, on est chez les cinglés. On devrait offrir Frantz Fanon, par exemple, en réponse. On est chez les dingues. Offrir les livres de Frantz Fanon. Donc, l'antiracisme n'est plus du tout universaliste, il devient racialiste. Ça, c'est une tendance de fond. Et c'est très grave, parce que ces gens ne se définissent. Je veux dire, Thuram, qui n'est quand même pas Thuram, et on lui a donné une exposition l'an dernier dans je ne sais plus quel grand musée, c'est lui qui était commissaire de l'exposition. C'est soi-disant, je veux dire, une de nos grandes consciences, l'exemple pour les enfants. C'est honteux, c'est un scandale de dire ça. Franchement, je n'aime pas les procès, mais pour la LICRA et les autres qui sont tout le temps en train de chercher des propos racistes, là, franchement, ils pourraient y aller parce qu'il y en a assez. C'est scandaleux. Moi, je partage la colère, d'autant que je ne comprends pas. Je ne peux plus supporter la racialisation en réalité du débat. Il m'est insupportable dans un sens comme dans l'autre. Je comprends assez peu de Lilian Thuram qui a tout le temps été quelqu'un qui portait des valeurs de façon assez modérée, etc. Non. Je ne sais pas. Pas toujours. 98, bien sûr, c'est ça dont je parle. Black Blamber, voilà. Je parle de cette époque-là. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec Lilian Thuram. Probablement qu'il y a aussi un ras-le-bol. C'est vrai, quand vous lisez les tweets de Paul Pogba, mais Paul Pogba fait plus de bien à la cause de l'antiracisme que les déclarations de Thuram. Pogba, il dit je suis le fruit de 3 générations qui se sont battues pour que je sois un footballeur, et moi je vais me battre pour que les 3 générations à venir puissent ne pas... C'est vachement plus malin que de parler de blanc, de noir. Ils passent leur temps à dénoncer les amalgames, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui crient des ignominies dans les stades. On a le droit de dire les blancs pensent être supérieurs, mais pas au mais c'est pas ça dont je dis. Je te parle de Pogba, là. Je te parle pas de Thuram. Pogba, dans son tweet, est plus malin que Thuram, je trouve, trop excessif. C'est-à-dire que cette déclaration, qui peut paraître effectivement, non mais si on veut prendre un peu de recul, la déclaration est débile, parce que c'est clair, elle est débile. Je veux dire, aujourd'hui dans les stades, il n'y a pas que des blancs qui sont supporters de foot, qui font des cris, etc., qui lancent des cris. Et puis si on veut aller plus loin... Alors, reprenons l'histoire au sens large. Oui, les Blancs sont racistes. Oui, les Jaunes sont racistes. Oui, les Arabes sont racistes. Et oui, les Africains sont racistes. C'est intrinsèque à l'homme et à l'être humain. C'est une réalité. Point. Voilà, c'est tout. Mais entre le racisme, vous confondez, deux choses. Vous confondez le truc ordinaire qui fait qu'on pense que notre façon de vivre est meilleure que celle des autres, que notre façon d'élever nos enfants, que notre façon d'élever nos enfants ou notre façon d'habiller, la façon dont les femmes s'habillent est meilleure. Bah oui, moi je pense ça. Je pense que c'est mieux que les femmes puissent se mettre en mini-jupe. Et il y a des gens qui pensent que c'est mieux de les mettre qu'elles se mettent en burqa. Donc si vous voulez, on pense tous que c'est meilleur chez nous. C'est pas ça le racisme.
Si vous voulez. Donc l'idée, nous on est, enfin si vous voulez, il y a une façon chez des gens comme Thuram de criminaliser comme raciste absolument, je veux dire l'ensemble de collectivités et de ne pas voir le racisme quand il existe. Par exemple, on sait très bien que dans nos cités, je veux dire, le racisme anti-noir. Le racisme anti-noir, souvent, a quelque chose de vraiment terrible. Et je veux dire, on sait qu'il est très développé. Ça ne me paraît pas. On sait qu'il y a du racisme qui vient, par exemple, des Arabes envers les Noirs. C'est une réalité. C'était ce que je voulais dire en termes. Non, mais c'est vrai, bien sûr, entre l'Afrique noire et l'Afrique et le Maghreb, il y a un racisme. Je vais juste te dire une chose. On n'entend rien. Martin Luther King, par exemple, dans son combat pour les droits aux États-Unis, n'avait pas ce genre de propos. Frantz Fanon, qui est un très grand penseur, n'avait pas ce genre de propos. Là, on est, si vous voulez, sur c'est pas la stupidité, on est sur quelque chose de binaire qui fait plus de mal à la cause qu'on veut servir que l'inverse. C'est ce que je veux dire. Luther King n'a jamais dit les blancs se croient supérieurs. Ça marche pas comme ça. Racialiste a tout de même 20 ou 30 ans et il faut dire aussi que tout le monde une grande partie des médias de gauche et tout ça ont fermé les yeux parce que vous comprenez, il y avait avec la gauche, je suis navrée, il y avait des victimes. Je voudrais finir ma phrase, Françoise. Il y avait des victimes. Je voudrais finir. Il y avait des victimes emblématiques. Ça ne pouvait être que des victimes. Ils étaient victimes de notre racisme. Nous, les Dupont-Lajoie. C'était ça l'idée. Et dès qu'il y avait des actes racistes ou antisémites, je vous rappelle, dès qu'on a constaté l'antisémitisme de nos banlieues, alors là, toutes les belles âmes se sont fermées les yeux en disant non, ça c'est vraiment mal de dire ça. C'est pas vrai. En tout cas, la gauche. Ne fais pas ton Thuram, s'il te plaît. Ne généralise pas. Le hashtag Lilian Thuram sur les réseaux sociaux est unanime. On parle de dérapage, on parle de maladresse, on parle de maladresse. Après, voilà, c'est les mots qui ressortent. C'est les mots qui ressortent ce matin. Et je pense qu'on y reviendra. Alors évidemment, c'est aussi s'il a fait cette déclaration, c'est parce que lui, il a été dans les comités contre l'esclavage, justement. Enfin, vous savez, contre l'esclavage. Non, enfin, contre l'esclavage. Oui. Quelqu'un veut rétablir l'esclavage en France. Rassurez-moi tout de suite. Non, mais pas du tout. Mais en fait, sur les différents comités pour les commémorations, voilà, c'est ce que je veux dire, bien sûr. Et que à cette occasion, ça c'est ressorti sur la colonisation, la supériorité en fait des blancs et évidemment il y a toujours ça dans cet état d'esprit. Il va falloir se flageller jusqu'à quand parce qu'on a colonisé un certain nombre de pays. Une dernière phrase, je pense que c'est le plus mauvais service qu'on peut rendre à nos gamins de banlieue, de leur dire vous êtes victime de la colonisation. Quand tu habites aujourd'hui dans le 9-3, t'es pas plus victime de la colonisation que nous ne sommes victimes de la Shoah. En attendant, arrêtons de les traiter en victimes. Thuram, ce qu'il fait, c'est qu'il entretient la segmentation de la société. Voilà, c'est ça qu'il est en train de faire. Alors que, merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Christophe Bordet, alors que, évidemment, Lilian Thuram ont préféré cette période. Il est passé, nouvelle frappe. But de Thuram. Avec son doigt, vous vous souvenez. Extraordinaire frappe à l'entrée des 16 mètres 50. Deuxième but extraordinaire de Lilian Thuram. Il n'en avait C'est génial. Voilà, gardons cette image de lui. On garde avec son doigt sur la bouche. Bien sûr, le deuxième but contre la Croatie. Le deuxième but contre la Croatie. C'est peut-être qu'il se dit pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dit. La demi-finale de la Coupe du Monde et ensuite, évidemment, la finale, on se souvient de 98. Allez.